Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, l'eau, une denrée rare à Bentali, Arafat et Grand Yoff. Un supplice en ce mois béni de Ramadan pour les populations qui doivent veiller pour remplir le récipient. Un week-end, une commune, c'est le nouveau concept de l'opération de désencombrement de la capitale sénégalaise. La commune de Médina ouvre le bal dans cette phase pilote. Ils ont le cœur à l'ouvrage tout en jeûnant. Les maçons nous racontent leur dure journée de labeur en ce ramadan. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis, hommage au juge Samba Sall, un immortel de Thémis. C'est notre article du jour. Bienvenue à tous. La pénurie d'eau hante le sommeil des populations des quartiers de Bentali, Arafat, Grand Yoff. Il faut veiller jusqu'à 1h ou 2h du matin pour espérer remplir une bassine. La situation est devenue intenable pour les populations, surtout en ce mois béni de Ramadan. Un vrai calvaire, nous disent les populations, dans ce reportage signé Ngordjouf et Seydi Nambaye. Des problèmes d'eau dans la capitale, illustration parfaite à l'usine Ben Italie. Une pénurie d'eau secoue ce quartier populaire en ce début de Ramadan. Depuis 3 mois, d'ailleurs, la zone est privée du liquide précieux. Souvent, il faut attendre tard la nuit pour espérer quelques gouttes. Une situation difficile, voire impossible à supporter avec le Ramadan. Nous sommes restés 6 mois sans avoir de l'eau correctement. Pour avoir de l'eau, il faudra veiller jusqu'à 2h du matin. Mais ces derniers jours, les robinets ne coulent même pas. Parfois, ce sont les citernes d'eau qui nous sauvent. C'est pourquoi ce matin, on a barré la route. Malgré le manque d'eau, les factures d'eau sont toujours chères. Avant-hier, on nous a amené une facture d'eau de 65 000 francs, alors que notre facture d'eau normale n'a jamais dépassé les 15 000 francs. Aujourd'hui même, j'ai eu une dispute avec le releveur. Vraiment, on est fatigué. Après Ben Italie, direction Arafat, Grand Yoff. Ici, la situation semble plus compliquée. Un seul robinet alimente tout un quartier, un calvaire. Depuis ce matin, on est là pour avoir de l'eau. On doit préparer le ndogu. Il y a ceux qui parviennent même pas à avoir de l'eau. Ceci, avant même les fêtes de Pâques. Depuis plusieurs mois, l'eau coule au compte-gouttes dans les quartiers de Ben Italie, Arafat, Grand Yoff et environ. Les habitants se disent très fatigués. Et on ouvre le chapitre des reportages consacrés à ce mois de Ramadan. Actuellement, les mosquées de la capitale grouillent de monde, surtout à l'heure des nafilas, des mosquées où les fidèles n'avaient pas pu effectuer ces nafilas l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19, une pandémie qui d'ailleurs est toujours présente dans notre pays. Est-ce que les mesures barrières sont respectées dans les mosquées? Omar Khan et Pape Mafalfal se sont rendus à la mosquée El Mansour de Grand Dakar. Regardez. Masque bu nëbb gémmiñ bi ak bakkan bi sajaadawam si loxo nii la Ousmane Sarr di ñëwee naafila bés bu nekk fii ci juma El Mansour bu Grand Dakar. Obligatoire parce que bi feebar bi amul. C'est à cause de la pandémie.
Toutes nos excuses pour cet élément qui est plutôt en Wolof. On y reviendra avant la fin de cette édition et on passe à un autre reportage consacré au mois de Ramadan. On parle de la maçonnerie, un métier difficile en temps normal. Imaginez le fardeau en ce mois de Ramadan. Des ouvriers trouvés en plein travaux nous confient leurs difficultés face à la fatigue extrême. Hélas, comme tout musulman, ils sont obligés de jeûner tel que recommandé par l'islam tout en travaillant. Immersion dans les chantiers de Aïssatou Kane et Mafalfal. Des maçons absorbés dans le travail, malaxeurs à béton, grues. Tout est en marche pour faire sortir de terre un immeuble R+7. Abdou Faye précise que le métier demande beaucoup de courage. C'est difficile, mais c'est leur choix qu'ils exercent depuis longtemps. Absolument, bon, madame, comme vous le dites, vraiment, on est en période de Ramadan. C'est un travail pénible, d'une part, bon, mais vous savez, en matière de travail, bien vrai que c'est un peu difficile, mais on prend le courage avec sérieux. Et on essaie vraiment de faire le maximum et l'essentiel. Bien vrai, on est au mois de Ramadan, mais la manière dont on tenait vraiment le travail avant, c'est ça jusqu'à présent qu'on continue notre travail sans problème. À quelques jets de pierre de là, un autre chantier pour un R+8. Alun Top, réticent au premier abord, reconnaît que leur travail est pénible. Hélas, étant des musulmans, ils sont dans l'obligation de jeûner. Tu es obligé ndax suñu borom dafa wax ne nit ki da ngay liggéey ba yaakaar ne tey ngay dee mais nga jaamu yàlla ba yaakaar ne tey ngay dee. On est obligé de jeûner parce qu'il s'agit d'une recommandation divine ainsi que le travail. C'est notre gagne-pain. Depuis 8 ans, nous excellons dans ce métier. Jeûner est très difficile, surtout pour nous. Ce n'est pas du tout évident. En fait, malgré la peine dans le dur labeur, le mois de Ramadan, les maçons ne reçoivent pas de compensation. Pas tellement. Bon, on obtient jusqu'à présent vraiment le paiement que nous aurions initialement jusqu'à présent. Le montant vraiment n'est pas rabaissé malgré. Bon, tel n'est pas le cas ici. Franchement, bon, ce que vous recevez vraiment, c'est votre mérite. Faisant souvent usage de leur force sous le chaud soleil, le ventre creux, épuisés physiquement, sans possibilité de s'hydrater, les maçons souffrent durant le Ramadan. Allier jeûne et travail n'est pas si simple pour eux. La problématique de l'emploi au Sénégal reste toujours un sujet d'actualité entre les difficultés de trouver un stage, l'inadéquation entre l'offre et la demande et les mesures pour endiguer le phénomène. Les étudiants racontent leur calvaire et invitent le chef de l'État à une prise en charge de leur situation. Plus de détails avec Abindjaï et Mafalfal. Trouver un emploi ou un stage, surtout en cette période de pandémie de Covid-19, une tâche difficile pour les étudiants. Cet étudiant en licence 2 peine-t-il à trouver un stage? Comme tout le monde, j'ai déposé plein de CV, mais jusqu'à présent sans réponse. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres qui... Les CV sont encombrés là-bas, dans les entreprises. Impossible, parce qu'ils m'ont rappelé une fois, ça fait depuis janvier et jusqu'à présent pas de nouvelles. Ouais. On veut travailler, on fait des efforts, on cherche à déposer des CV de gauche à droite, mais il n'y a pas d'espoir. Les jeunes sont obsédés par le fait de vouloir aller à l'étranger. Moi qui vous parle là, je veux aller à l'étranger, je ne vois rien dans mon pays, je vous assure. Parce que j'ai tellement fait, au final, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'espoir dans notre pays, sincèrement. Cette étudiante en licence 2 espère que la situation change. Elle n'est pas loin de perdre espoir. J'ai eu beaucoup de difficultés. Précisément moi, en venant ici au Sénégal, pour avoir des emplois, depuis en première année, j'essayais de trouver un emploi, mais bon, c'était un peu difficile par rapport à la langue. Étant étudiante, j'essaie de voir ce que je peux faire pour améliorer cette situation. L'État devrait essayer de voir la situation, revoir les situations des étudiants. Ceux qui ont des diplômes déjà, d'essayer de les employer avant qu'il y ait des chômeurs. Je suis un peu découragée, mais je pense que ça va changer. Le changement arrive.
ça changera. Ce journaliste formateur estime qu'on devrait initier les jeunes à l'entrepreneuriat et porter une attention au secteur informel. Il faut introduire l'entrepreneuriat dès les premières années de formation. Il faut travailler avec le secteur informel. C'est un secteur qui est extrêmement créatif, extrêmement dynamique, extrêmement inventif, qui crée chaque jour des opportunités de travail. D'ordinaire, trouver un stage n'est pas très évident. Aujourd'hui, la tâche se corse à cause de la pandémie de Covid-19. 500 emplois directs et 1500 emplois indirects attendus à Kaolack d'ici le mois de juillet prochain. L'annonce est de l'homme d'affaires Baye 6 qui compte démarrer son projet entamé il y a plusieurs années à Kaolack. Le 3FPT et le Conseil régional de la jeunesse venu assister au lancement de la plateforme de recrutement saluent l'initiative. Le compte-rendu de Adama Sarr avec Astombaye. Entamé il y a plusieurs années, la première phase du démarrage des activités du projet de l'homme d'affaires Baye 6 est prévue au mois de juillet. Au total, 500 emplois seront créés. L'ouverture donc de la première phase, qui est constituée d'un hypermarché sur 5000 m², sur 2 niveaux, de 3 restaurants, d'un bâtiment de BTP, de la plus grande station d'essence de l'Afrique de l'Ouest, d'une gare motel de gros porteurs, d'un aquapark donc pour les enfants et leurs familles, de Kaolack Waterfront, donc des villas qui seront construites en face de la mer. Le 3FPT s'engage à accompagner les jeunes dans la formation. Si on prend l'exemple du secteur des hydrocarbures, l'ONFP s'est déjà saisi pour élaborer avec les acteurs du secteur les contenus des formations. Donc ce sera des formations sur une courte durée. Ce seront des formations pratiques alliées à la pratique également, pour que juste après la formation, en tout cas juste après les inscriptions, qu'on puisse démarrer, et juste après la réception de cette première phase, qu'on puisse avoir des agents opérationnels qui pourront donc mettre en œuvre ces projets. Le Conseil régional de la jeunesse salue l'initiative. Comme vous le savez, le taux de chômage au Sénégal est aujourd'hui à 48%, d'après les chiffres que nous avons. Donc pour vous dire que c'est une situation qui touche toutes les régions du Sénégal. Donc Kaolack en fait partie parce que nous avons, comme vous le savez tous, le phénomène Jakarta, donc des conducteurs de moto Jakarta, qui est aujourd'hui un métier certes, mais qu'on doit assainir, qu'on doit véritablement encadrer pour permettre à ces jeunes-là de quitter ce métier-là et pouvoir obtenir des métiers plus décents. Le coût du projet est estimé à 10 milliards de francs CFA. Et de Kaolack, nous nous rendons à Kolda, de la stabilité pour tirer bénéfice des potentialités du terroir, créer de la richesse et contribuer à la réduction du chômage. C'est la philosophie à Medina Chérif, une localité qui tire l'essentiel de ses revenus dans l'agriculture et l'élevage. Le reportage de Seydou Diatta. Les mesures prises par le chef de l'État pour endiguer le chômage des jeunes lors de sa récente adresse à la nation sont bien accueillies dans la commune de Medina Chérif. Cette collectivité locale à forte potentialité agricole n'a pas tardé à manifester son soutien à la volonté et politique du chef de l'État Macky Sall et incite les communautés locales, notamment les jeunes, à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement. Nous saluons la forte mobilisation de ressources, notamment 350 milliards pour les 3 prochaines années. Pour nous, c'est une aubaine. Et le programme des domaines agricoles communautaires, notamment au niveau du Fouladou, nous avons le domaine de Fafakourou qui va créer des centaines de milliers d'emplois. Le bassin de l'Anambé, aujourd'hui, vous avez entendu le témoignage des jeunes. Je voudrais dire à cette jeunesse sénégalaise que vous avez une opportunité. À cette jeunesse de Medina Chérif, que vous avez une opportunité, cette opportunité, il faudra la saisir. Le maire Mamadou Ganou et les siens qui se disent convaincus qu'il n'y a point de développement économique et social sans la paix et la stabilité à travers tout le territoire national ont formulé des prières pour un Sénégal de paix. Le Sénégal est un pays exemplaire. Ce n'est pas un pays où il y a une particularité d'ethnie, ce n'est pas un pays où il y a une particularité religieuse. Cela signifie que nous tous, nous sommes les mêmes. Donc nous voulons, à travers ce geste, à travers cette manifestation, appeler à la paix, appeler à la concorde, appeler à l'unité.
Dans cette partie est de la région de Kolda, où les revenus sont essentiellement tirés des activités agricoles et de l'élevage, les communautés locales invitent le gouvernement à renforcer ces secteurs d'activité pour relever les défis. L'actualité, c'est également la reprise des opérations de désencombrement de Dakar avec le nouveau concept Un week-end, une commune lancé par le ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique. Il a été question de débarrasser la commune de Médina des épaves dans le domaine public. Une phase pilote qui concerne la Médina, Yoff et la Padoua. Le lancement, c'était hier dans la nuit et notre reporter Abdourahmani y a assisté. Les images avec Moussa Fall. Médina, en présence du maire Bamba Fall, le ministre de l'Urbanisme reprend les opérations de désencombrement. Le ministre Abdoulaye Sow, en compagnie du maire de Dakar, a sillonné les rues du populeux quartier pour suivre l'opération. Le maire de la Médina s'en réjouit et invite les autorités à une union des forces avec les communes. Nous sommes tous des agents de l'État, parce que les communes sont des démembrements de l'État. Ensemble, nous pouvons faire pas mal de choses et que la population n'attend que ça. Je pense qu'avec cette opération, nous pouvons réussir un pari. Madame le maire de Dakar l'avait commencé avec Dakar Ville Propre et qui a connu une très grande réussite. Mais avec l'appui du ministre, parce que les moyens que le ministre peut avoir, les mairies ne peuvent pas l'avoir. Rue 1, angle 16. Les voitures stationnées en file indienne sur une voie étroite de la voie publique sont toutes chargées dans un camion. Direction La Fourrière. Le maire de Dakar préconise des sanctions face à cette occupation anarchique. On ne peut pas continuer à dépenser des millions, à enlever des voitures, à nettoyer, pour qu'une semaine après que les gens reviennent. Je l'avais dit déjà, cette fois-ci sera la bonne. Je pense que cette fois-ci sera vraiment la bonne. La ville est encombrée par des véhicules, encombrée par la saleté, encombrée par l'occupation des rues. Les gens marchent sur les routes, il n'y a plus de trottoirs. Un week-end, une commune. Nouveau concept. Chaque week-end, une commune est choisie pour désencombrement. Une activité qui ne saurait être efficace si elle n'est pas pérenne. Une pérennisation qui sera possible grâce à la conjugaison de tous les efforts. Quelle que soit la volonté du chef de l'État, quelle que soit la volonté des élus, quelle que soit la volonté des autorités administratives, on ne pourrait réaliser un Sénégal zéro déchet sans les Sénégalais. Donc il y a une volonté, et cette volonté, au-delà de la manifestation d'aujourd'hui, devrait être structurelle et pérenne. C'est cela que veut le chef de l'État. Et au cours d'une rencontre avec Madame le maire, j'ai réitéré ma volonté de conjuguer nos efforts, tels que le veut le chef de l'État, pour que ces efforts combinés puissent aboutir à un Sénégal propre. Les communes de la Patte-d'Oie et de Yoff sur la liste des prochaines communes de la phase pilote de ce nouveau concept. Une première phase de 2 mois qui va concerner progressivement la commune de la Médina, la commune de la Patte-d'Oie, la commune de Yoff et la commune de Grand Yoff. Donc ces différentes communes sont phasées dans le mois d'avril et le mois de mai. Donc à la fin du mois de mai, on devra faire l'ensemble de ces communes que je viens de citer. Le ministère compte étendre l'opération sur l'ensemble du territoire national. Et plus d'une centaine de bâtiments menacent en ruine à la Médina. Le maire de la localité réitère sa demande. Bamba Fall invite les autorités à se pencher sur la situation de ces bâtiments, voire les démolir. Un rappel de l'édile de la Médina pour, dit-il, éviter le pire. Il est au micro d'Abdourahman Li. Je demande au ministre et au maire de Dakar. Devant les journalistes, je demande au ministre et à la mairesse de Dakar de se pencher sur la situation des 112 bâtiments qui menacent ruine ici à la Médina. Nous avons bien peur que la moitié de ces bâtiments tombent à la saison des pluies prochaines. J'interpelle donc solennellement le ministre et la mairesse de nous aider à démolir ces bâtiments avant que le pire ne se produise. Leurs propriétaires ont en leur possession tous les papiers qui stipulent la démolition de ces bâtiments-là.
Ils ont également des autorisations de démolition et certains d'entre eux disposent d'arrêtés de péril. La mairie n'a pas suffisamment de moyens pour la démolition de ces bâtiments. Sur ce, je tends la main à la mairie de Dakar, au ministre de l'Urbanisme ainsi qu'au préfet de Dakar. Je les invite à s'y atteler le plus rapidement possible avant la saison des pluies pour éviter le pire. Et je vous l'annonçais tantôt, les mosquées de la capitale grouillent de monde en ce mois béni de Ramadan, surtout à l'heure du Nafila, des mosquées où les fidèles n'avaient pas pu effectuer l'année dernière ces Nafila à cause de la pandémie de Covid-19, une pandémie d'ailleurs toujours présente chez nous. Est-ce que les mesures barrières sont respectées dans les mosquées? Oumar Khan et Pape Mafalfal se sont rendus à la mosquée El Mansour de Grand Dakar. Regardez. Masque bien ajusté, la natte de prière en main. C'est comme ça que Ousmane Sarr vient tous les jours effectuer le nafila, ici à la mosquée El Mansour de Grand Dakar. Obligatoire. C'est à cause de la pandémie. Le masque est obligatoire ici. buñ ko existé rek am kon am na lu tax mooy feebar bi. Mosquée El Mansour de Grand Dakar, un lieu qui accueille beaucoup de monde pour les nafilas du mois de Ramadan. L'année dernière, la pandémie avait vidé les lieux, la baisse des cas positifs et l'arrivée des vaccins, deux raisons qui ont facilité la rouverture de la mosquée. La mosquée El Hadji Omar a été fermée 2 fois. La première lorsque l'État a demandé que l'on ferme les lieux de culte tout au début de la pandémie. La seconde fois, lorsqu'il y a eu la seconde vague, nous avons rouvert la mosquée il n'y a pas longtemps parce que la pandémie a considérablement reculé. Des vaccins sont disponibles. Rouvrir, oui, mais en respectant certains gestes barrières. La pandémie est toujours là. Au départ, nous respectons la distance d'1 mètre entre les personnes. Les fidèles devaient venir avec le natte de prière et porter leur masque. Nous avons enlevé la distanciation sociale. Maintenant, les fidèles doivent venir avec leur natte de prière et porter un. Le port du masque est obligatoire. Nous veillons au grain. Si la natte de prière n'est pas obligatoire, le port de masque l'est. Quelques responsables veillent au grain. Ceux qui n'ont pas de masque sont gentiment invités à aller en chercher. Et direction Mour, Medinatoul Salam célèbre le 75e anniversaire de la rencontre de Cheikh Béthio Thioune avec son guide spirituel Serigne Saliou Mbacké. Nous avons en ligne Monsieur Mapenda Mbaye, neveu de Cheikh Béthio Thioune. Monsieur Mbaye, bonsoir. Monsieur Mapenda Mbaye, m'entendez-vous? Allô? Oui, Monsieur Mbaye, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends mieux là. Alors, comment se présente l'ambiance actuelle à Medinatoul Salam? Oui, l'ambiance est vraiment festive, hein, comme à l'accoutumée. Vous savez, le Tchad, c'est un événement religieux, mais aussi, dans sa manifestation, c'est un événement festif. Le Tchad, c'est une fête. Parce que, comme toutes les autres formes d'adoration, il y a plusieurs chaptes. Mais parmi les chaptes du Tchad, après le Berdé, bien sûr, qui est l'élément clé, c'est-à-dire l'immolation de bêtes licites en grande quantité et qui seront ensuite distribuées dans la joie et dans la cohésion. C'est cet aspect festif-là qui revient très souvent au premier plan. Parce que pour pouvoir être
heureux, dans la joie et pouvoir le partager aussi, je pense que c'est dans une ambiance de fête que l'on peut vraiment faire cela. Tout à fait. Et dites-nous, quels sont les dispositifs pris pour célébrer ce 17 avril dans ce contexte sanitaire de pandémie de Covid-19 à Médinatoul Salam? Je disais, quels sont les dispositifs que vous avez pris à Médinatoul Salam dans le contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 pour célébrer le 75e anniversaire de la rencontre de votre guide religieux avec son guide spirituel, Serigne Saliou Mbacké? Le dispositif reste le même que partout, partout ailleurs. Parce que nous essayons de respecter au mieux les normes sanitaires qui ont été édictées par le ministère de la Santé, c'est-à-dire le port de masque essentiellement. On a mis sur place aussi beaucoup de points de lavement, je pourrais dire, où on pourrait se laver les mains. Et la distribution de gel hydroalcoolique. Je pense que ce sont les mesures essentielles qui ont été prises. Ce soir, pour célébrer ce 75e anniversaire. Comment? Est-ce qu'il y a un programme spécial ce soir pour célébrer ce 75e anniversaire? L'essentiel du programme, c'est déjà les bernets. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le guide Serigne Saliou a acheté beaucoup de bœufs et beaucoup de chameaux pour effectivement pouvoir immoler plusieurs bêtes. Ensuite, le programme de la nuit, c'est un récital de Coran et de Khasaïd de Serigne Touba. Nous les entendons déjà, c'est Hassida. Merci beaucoup. Oui. Je disais que nous les entendons déjà, ces chants religieux. Monsieur Mapen Mbaye, neveu de Cheikh Béthio Thioune, qui est actuellement à Médinatoul Salam à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la rencontre de Cheikh Béthio Thioune avec son guide religieux Serigne Saliou Mbacké. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye, et on poursuit cette édition avec votre rubrique, l'article de la semaine qui s'intéresse à l'hommage au juge Samba Sall, un immortel de Témis. Ce titre a fait la une du journal Direct News. Le directeur de publication qui est l'auteur de l'article est largement revenu sur le parcours du défunt juge, le doyen des juges rappelé à Dieu le 8 avril dernier et qui avait hérité des dossiers chauds. Pape Diogaye Faye s'est également intéressé aux faits jamais relatés entre nos politiques et les juges. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall signent l'article de la semaine. Charismatique, le doyen des juges l'était. Samba Sall a marqué son époque. Un immortel de Témis qui a hérité de beaucoup de dossiers chauds qui ont fait les choux gras de la presse. Si on regarde le parcours de l'homme, si nous regardons bien aussi non seulement son parcours au niveau de la magistrature, mais son parcours tout simplement en tant qu'habitant de Sokone, qui est venu à Dakar, c'est-à-dire qui a aussi des parents qui n'étaient pas nantis, quelqu'un qui s'est battu à l'université et puis ensuite il a fait le barreau, il a démissionné. En général, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il a laissé effectivement le barreau pour venir à la magistrature. Quelque chose qui n'est pas simple. Parce que vous n'êtes pas censé comprendre que les juges sont très exposés. Il faut du courage, il faut de la sincérité. Mais aussi et surtout, je pense, c'est quelqu'un qui avait un patriotisme très élevé. J'ai eu la chance peut-être de parler, d'échanger avec lui, de le côtoyer, de comprendre un peu l'homme. Mais c'est quelqu'un que les gens n'ont pas compris. Et malheureusement, ils n'ont pas ce droit-là. Ils n'ont pas le privilège de communiquer. Ils sont dans leur réserve, ils sont dans le droit de réserve, comme on dit, dans un silence aussi qui fait mal. Qui fait mal, d'autant plus que si tu as en face de toi les politiques qui, quelquefois, de mauvaise foi vous attaquent. Direct News s'arrête sur les faits jamais relatés entre nos politiques et les juges. Le devoir de réserve des magistrats, un obstacle.
Si vous prenez le cas, il faut interroger l'histoire, le cas de Youssou Ndiaye, lorsque le juge Kéba Mbaye avait démissionné. Pourquoi le juge aussi avait démissionné? Voilà, vous voyez que quelquefois ça fait très mal et qu'ils préfèrent même partir. Mais il y en a qui n'abandonnent jamais, qui sont très courageux, qui affrontent parce qu'ils travaillent pour leur pays. Admettons que chaque dossier brûlant, un magistrat quitte la scène. Que deviendra notre pays? Si par exemple Youssou Ndiaye avait refusé de prendre effectivement le Conseil constitutionnel à l'époque, 2 démissions, je pense que le régime n'allait pas supporter. On allait au chaos. Mais courageusement, il l'a pris, malgré les attaques de Maître Abdoulaye Wade, de la coalition SOPI à l'époque. Mais tout s'est très bien passé. Et c'est le cas de Cheikh Tidiane Diakhaté, qui a été attaqué par le président aujourd'hui élu, Macky Sall, par l'ensemble de des 3 chefs de parti, 13 même chefs de parti, qui cognaient le juge Cheikh Tidiane Diakhaté. Des politiques qui fragilisent l'institution judiciaire, gravissime aux yeux du directeur de la publication du journal. Il va plus loin et s'interroge. En quoi le jugement de nos politiques sur nos magistrats doit-il remettre en cause leur honorabilité? Ah oui, ils en reçoivent tout le temps. Par exemple, vous venez de voir que le J-SEC, on vient d'arrêter 2 personnes qui le menaçaient de mort. Même le juge Samba Sall en recevait. Ce n'est pas seulement au niveau des politiques, quelquefois. Ils en reçoivent tous pratiquement. Mais c'est des gens courageux qui ont pris effectivement l'option de rendre le droit, de dire le droit, de rendre la justice. Donc effectivement, à chaque moment, il y a des gens qui sont condamnés et qui pensent que c'est le juge et qui sont quelquefois de mauvaise foi. Tu fais un détournement de deniers publics. Tout l'atteste. Le juge regarde les documents. Et il s'est dit que voilà, cette personne-là a détourné. Et quelquefois même, l'accusé sait très bien, pertinemment, qu'il a détourné. Mais malgré ça, ils vont tirer sur le juge pour leurrer l'opinion et quelquefois manipuler l'opinion. Moi, j'aimerais bien que quelquefois, ou même qu'on interdise les politiques, vraiment de fragiliser cette institution. Le doyen des juges du premier cabinet, un poste stratégique qui aiguise bien des appétits. Le successeur de Samba Sall doit être un magistrat courageux, aguerri et expérimenté. Vous savez, la justice regorge de magistrats extrêmement pointus et expérimentés. Nous avons des gens qui ont servi leur pays et qui ont de l'expérience. Mais ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de courage. Il faut avoir aussi de l'expérience pour pouvoir faire face quand même à de telles pressions. Moi, je pense qu'après la mort du juge Samba Sall, nous devons tous réfléchir pour quand même que la justice soit sauvegardée. Parce que aussi, c'est une institution. Si nous perdons la confiance, si le justiciable perd confiance sur ceux qui rendent la justice, mais c'est un pays qui va forcément vers des dérives. Mais si aussi ceux qui rendent la justice ne sont pas du tout dans la possibilité morale de rendre justice, ça pose problème aussi. Daoul Chow, dans son biais, se veut clair. Samba Sall, un serviteur de la justice qu'on appelait affectueusement Bach, avait hérité des dossiers brûlants qu'il a gérés avec responsabilité et éthique.
Et c'est la fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'information en continue sur www.emedia.sn à 22h30. Retrouvez le grand show du mois de Ramadan, Iftar, ce soir. Mohamed Niang, le grand chanteur religieux, est l'invité de Boubacar Diallo et de toute l'équipe de Iftar. À tout à l'heure.